Bonsoir. Donc, je vais essayer de vous parler d'un petit événement qui a défrayé la chronique il y a 100 ans et qui est à la fois très simple et très compliqué. Donc, voilà. Alors, vous connaissez tous la formule, il n'y a pas plus sourd que ceux qui ne veulent pas entendre, il n'y a pas plus aveugle que ceux qui ne veulent pas voir. Ben là, on est un peu dans cette même état d'esprit. Est-ce que l'événement a été vu, n'a pas été vu? Ben voilà, c'est un peu l'objet de la conférence. Il y a un phénomène qu'on voulait absolument voir, et est-ce qu'il a été vu ou pas? Ben, à la fin, vous verrez que c'est pas si évident que ça comme conférence, comme proposition. Voilà. Donc ici, je ne sais pas si vous avez arrivé à reconnaître, derrière la tête d'Einstein, il y a la Lune qui cache le Soleil. Donc c'est une éclipse de Soleil. Alors on va essayer de s'apesantir, de savoir qu'est-ce que c'est une éclipse. Alors comment ça se passe? Il faut qu'il y ait la Terre, ben, il faut qu'il y ait la Lune, mais il manque un troisième élément, le Soleil. Donc on va mettre le Soleil. Voilà. Donc le Soleil, il émet beaucoup de lumière, et donc il va éclairer une face, et derrière la face éclairée, il y a de l'ombre. Donc l'ombre de la Terre, elle s'en va dans l'espace, mais l'ombre de la Lune, dans certaines dispositions, peut atteindre la Terre. C'est pas toujours le cas, hein. Et l'ombre peut passer au-dessus, peut passer en dessous, ou bien le Soleil est peut-être trop près et la Lune trop loin, et donc dans ce cas-là, l'ombre n'atteint plus la Terre. Voilà. Donc c'est une disposition particulière qui arrive à peu près 3 ou 4 fois par an, au maximum, mais qui se passe tous les 4 siècles à peu près au même endroit sur Terre. Donc là, ça dépend des événements. Donc la Lune se promène autour de la Terre. Donc ici, vous avez une position de la Lune, et la Lune va se promener autour de la Terre. Ça veut dire qu'en fait, l'ombre de la Lune va être comme un crayon qui va tracer une ligne d'ombre sur la Terre. Voilà, un peu plus tard. Là, l'éclipse totale est au maximum de sa taille. Vous voyez que le cône d'ombre est coupé. Donc, cône d'ombre beaucoup plus large. Et donc, l'éclipse est visible, dure beaucoup plus longtemps. Ensuite, le cône d'ombre va encore se promener. Et voilà, ça va échapper. Donc, en fait, si on réunit tous ces trajets-là, on va avoir une espèce de ligne qui est en fait la ligne de totalité. On appelle ça la ligne de totalité. Voilà. Donc, la totalité, elle commence ici au lever du soleil. Là, elle est au maximum. Je vous ai mis la ligne au milieu. Voilà. Et la ligne ici, la totalité se passe au coucher du soleil. Voilà. Donc, suivant la position où vous êtes, l'éclipse va être plus ou moins visible, plus ou moins longue. Très courte ici. Voilà, très courte ici. Très longue ici. Très courte de l'autre côté. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette éclipse totale de soleil a été mise à profit pour essayer de montrer, de faire voir qu'un principe imaginé par le monsieur qui tirait la langue tout à l'heure, Einstein, est effectivement réel ou pas. Voilà. Donc, il y avait 2 sites d'observation, un au Brésil, Sobral, et un à l'île de Principe, ici au large de la côte africaine. Voilà. Il y avait ces 2 lieux d'observation simultanés, enfin pas simultanés, mais ça s'est passé en même temps. Voilà. Donc, on a ces observations qui ont été faites avec des instruments transportables, et on a essayé de mettre en évidence ce fameux phénomène qu'Einstein avait présenté. Alors, c'est quoi une éclipse exactement? Là, ça vous avez la vue de l'astronome. Donc, la Lune, son ombre qui balaye la Terre. La vue de, si on mémorise toutes les positions,
la ligne de totalité. Mais maintenant, on va se placer en tant que terrien. Et donc, en tant que terrien, eh ben, on va voir ça. Voilà. Donc, alors évidemment, c'est très exagéré, parce qu'en réalité, l'ombre de la Lune, vous ne les voyez pas, vous voyez que la petite partie qui est sur le Soleil. Et je n'ai pas trouvé le logiciel qui reproduise ça exactement. Donc là, la Lune commence à cacher le Soleil, et donc on appelle ça une éclipse partielle. D'accord? Voilà. Donc vous voyez, 12h42. Donc on va se mettre une demi-heure plus tard. La Lune s'est avancée. Voilà. Et donc, c'est toujours une éclipse partielle. Voilà. Donc on va attendre un peu. Encore, on va prendre l'image un peu plus tard. Une demi-heure après. Voilà. Donc c'est toujours une éclipse partielle. D'accord? Donc, voilà. Alors maintenant, on va prendre des intervalles de temps beaucoup plus courts. Là, vous voyez qu'entre la première image et celle-là, il y a déjà 1 heure de passé, et la Lune, simplement, commence à couvrir le Soleil. Mais il n'a pas couvert instantanément. Donc, on va aller un peu plus loin. Donc, un quart d'heure plus tard. Un quart d'heure plus tard, ben, c'est toujours une éclipse partielle. D'accord? Tant qu'on a un bout du Soleil qui dépasse, on est ébloui par la partie lumineuse du Soleil, qu'on appelle le photosphère. Donc c'est comme si on était en plein jour. Et donc c'est un peu plus sombre, l'ambiance est un peu plus sombre. Mais de toute façon, on a une éclipse partielle. On est toujours ébloui par ce petit croissant de Soleil. Enfin, c'est pas vraiment un croissant, c'est une lunule. Et cette lunule de Soleil est toujours très dangereux à observer. Donc il ne faut surtout pas, c'est pas parce qu'il y a qu'un petit bout que c'est observable. Donc c'est très difficile, très dangereux à observer. Donc 8 minutes plus tard, on est toujours sur une éclipse partielle et de toute façon de plus en plus dangereuse à observer parce que là on croit qu'il n'y a plus rien comme Soleil, mais en fait la partie qui dépasse est toujours très dangereuse à observer. Voilà, ça c'était un peu l'état de l'éclipse totale de Soleil du 11 août 1999, visible en Provence. C'était une éclipse partielle. Elle était totale au nord de la France. D'accord? Donc effectivement, si on prend du recul, on s'aperçoit qu'avec un tel recouvrement, on commence à avoir les astres les plus brillants. Voilà. Donc vous avez un astre brillant, un astre brillant, un astre brillant. Et donc, un peu plus au sud, il y avait aussi une étoile. Donc, effectivement, on commence à avoir les astres les plus brillants entourant le Soleil, mais il ne fait pas encore vraiment nuit. On est toujours ébloui par le petit bout de Soleil qui dépasse, et toujours vraiment très dangereux à observer. Là, c'est encore beaucoup plus dangereux à observer. Et parce qu'on a toujours, ça, c'est une intensité lumineuse absolument incroyable, et ça vous grille la rétine sans avertissement. Donc en 1999, il y en a qui n'ont pas voulu suivre les consignes et qui voient toujours aujourd'hui l'éclipse partielle de Soleil, parce qu'en fait ils ont la rétine qui a été grillée à cet endroit-là. Voilà. Donc c'est bien de voir l'éclipse pendant 20 ans, alors que ça dure que quelques minutes. Donc c'est toujours une éclipse partielle. On va se mettre encore 2 minutes plus tard. Toujours, 1 minute plus tard, toujours une éclipse partielle. C'est ce qu'on appelle les grains de Bailly. Tous ces petits bouts de soleil qui dépassent sont extrêmement éblouissants, donc extrêmement dangereux pour regarder. Il faut toujours avoir les lunettes de l'éclipse ou des filtres solaires adaptés, parce qu'on est toujours sur l'éclipse partielle. Voilà. Donc si on attend encore un peu, eh ben, on est toujours sur l'éclipse partielle. Et donc c'est là les phases les plus dangereuses à observer, dans la mesure où les gens se disent « Oh, mais il y a qu'un petit bout de soleil, c'est pas grave, sauf que là c'est très dangereux, c'est comme les rayons laser. On ne conseille pas de regarder un rayon laser, de mettre un rayon laser dans les yeux. Ben là c'est un peu du même niveau. On a vraiment quelque chose de très intense, de très dangereux. Et voilà, donc ensuite, un peu plus tard, la partie lumineuse diminue,
Et on est toujours sur une éclipse partielle d'un point de vue astronome, alors qu'il fait déjà très sombre. Mais vous ne voyez rien du tout autour, là vous êtes ébloui, vous ne voyez rien du tout autour de la Lune, que ces petits grains très 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 brillants, ces espèces de petites perles très très brillantes. Et donc on ne voit que ça. Voilà. Et donc quand on s'avance, on est toujours sur... Voilà. Il n'y a que 5 secondes qui séparent à chaque fois, chaque image, et à chaque fois on se retrouve avec une éclipse partielle. Dans la mesure où on ne voit pas de différence avec quasiment pas. Donc c'est encore 5 secondes plus tard. La partie du Soleil qui est de la photosphère, la partie très brillante du Soleil, est toujours visible, sous forme de grains très brillants, très dangereux pour vous. Voilà. Et enfin, on arrive à l'éclipse totale. C'est-à-dire que, pour nous, les astronomes, l'éclipse totale, c'est qu'à partir du moment, ça ne se situe qu'à partir du moment où on voit la couronne solaire. Voilà. La couronne solaire. C'est ce moment-là qu'on a une éclipse totale, et c'est à ce moment-là que les étoiles les plus faiblement brillantes peuvent apparaître autour. Voilà. Donc c'est pour ça que quand vous avez le Soleil partiellement éclipsé, c'est spectaculaire, mais on n'en tire rien de point de vue astronomique. Là par contre, une fois que le Soleil est complètement caché par la Lune, là on peut observer vraiment un tas de choses autour. Donc vous voyez, 14h04 et 26 secondes. Et donc là, c'est une éclipse qui a été particulièrement longue. Elle peut durer jusqu'à 7 minutes et 30 secondes, 7 minutes 45 secondes même, au maximum. Mais celle-là, elle a duré un peu moins de 7 minutes. Voilà. Et vous voyez que la Lune, elle se déplace beaucoup. Voilà. D'accord? Donc là, on a la Lune qui se déplace. Donc pendant 6 minutes, elle cache toujours. Elle est suffisamment proche de la Terre, le Soleil suffisamment loin, pour arriver à comment on a toujours caché le Soleil. Voilà. Donc là, on a vraiment le temps de prendre des photos, on a vraiment le temps de travailler pour arriver à prendre des clichés. Donc ce qui a été fait donc, le 28-29 mai 1919. Voilà. Donc ensuite, une fois que l'éclipse totale est terminée, on retombe de nouveau sur une éclipse partielle. Voilà. Donc ici, de nouveau, on a la photosphère, donc la partie la plus brillante du Soleil qui dépasse. Et là, on a des grains très lumineux qui sont très dangereux pour l'œil. De nouveau. Donc, quand vous assistez à une éclipse totale du Soleil comme ça, en général, aujourd'hui, c'est tellement connu ce danger-là qu'il y a les pompiers, par exemple, qui lancent un coup de sirène pour avertir les gens qui doivent remettre leurs lunettes à éclipse s'ils regardent à l'œil nu. Parce que, mine de rien, ce petit grain de lumière, les grains de Vailly, deviennent tout de suite très dangereux. Voilà. D'accord. Donc après, je vous le refais dans l'autre sens. On a une éclipse partielle. Voilà. Donc, beaucoup moins intéressant. Voilà. Donc, on se retrouve avec le scénario à l'envers. Donc, environ 1h15. 1h30 pour couvrir le Soleil, 6-7 minutes pour celle-là, cette éclipse-là. Il y a des éclipses qui durent quelques secondes. Et ensuite, encore 1h15, 1h30 pour redécouvrir le Soleil. Voilà. Donc c'est ça l'éclipse, et ce qui nous intéresse, nous, c'était la totalité de l'éclipse. Voilà. Donc la partie éclipse totale. Alors, pourquoi on s'est intéressé vraiment à cette éclipse totale? Parce qu'on a voulu trouver, à cette époque-là, en 1919, il y a 100 ans, voilà, ce qu'on a voulu essayer d'observer. Voilà. C'est que le certain Einstein a réfléchi beaucoup, et donc il a pondu la théorie de la relativité restreinte en 1905, ensuite la théorie de la relativité générale en 1915-1917, et entre autres, une de ses affirmations, c'est que la réalité générale va complètement modifier notre vision de l'espace, de l'univers. Alors, ça se présente comment? Là, ici, on a 3 étoiles,
le Soleil, là-bas. Voilà. Hop, je combinerai, voilà, le Soleil ici, et deux autres étoiles, donc dans le fin fond de l'univers. Et la Terre tourne autour du Soleil. Donc on va désigner la Terre qui tourne autour du Soleil. Voilà. Donc, partie illuminée, et l'ombre derrière, donc là, il fait jour, il fait nuit. Voilà. Donc si vous allez voir les étoiles, c'est que les étoiles émettent de la lumière, et les rayons lumineux vont atteindre l'observateur. Voilà, l'étoile rouge, l'étoile blanche, voilà. Donc ça, il n'y a rien de plus naturel, vous allez faire l'expérience ce soir sans aucun problème. Alors maintenant, on va se placer 6 mois plus tard. Alors 6 mois plus tard, donc on a toujours le Soleil, les deux étoiles, mais la Terre se retrouve de l'autre côté. Voilà, elle fait un demi-tour autour du Soleil. Donc elle va se retrouver là. Donc, si ce n'est qu'il fait plein jour, et là on peut faire l'expérience avec le télescope qui est ici, on peut arriver à essayer de viser des étoiles en plein jour, ça marche très très bien, à condition qu'elles soient suffisamment lumineuses et pas trop proches du Soleil. Voilà. Donc ça marche très bien. Mais là on va s'intéresser au cas où les rayons lumineux rasent le Soleil. Voilà. Donc, traditionnellement, c'est ce qu'on disait. Voilà, il suffit de cacher le Soleil, et on voit les rayons lumineux des étoiles autour, c'est ce que je vous ai montré comme photo précédemment. Voilà. Sauf qu'un certain Einstein, il a dit que la présence du Soleil va complètement modifier tout ça. Donc nos belles certitudes rectilignes, là, ne vont plus du tout être rectilignes. Ah, bon. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est extrêmement difficile à se le représenter, parce que là, on va jouer un petit exercice. Donc ce petit exercice, c'est d'arriver à essayer de conceptualiser la déformation de l'espace-temps par Einstein. Et donc c'est extrêmement difficile. Là, je vous présente 4 petits traits. Et ces 4 petits traits, en fait, c'est ce qu'on appelle une projection. Ça représente en fait un carré, 2 carrés par la tranche, ou 2 cercles par la tranche. Voilà, vous imaginez que vous regardez, vous fabriquez des petits carrés en carton, et vous les regardez par la tranche, ça vous fait des lignes. Elles sont toutes de la même taille. Mais sauf que si vous ne le regardez pas un peu par-dessus, si vous ne regardez que la tranche, ben vous voyez que des lignes. Vous n'arrivez pas à deviner, par ce trait-là, si vous regardez un carré par la tranche, ou un cercle, ou un disque par la tranche. Ah. Donc déjà, ça pose problème. On va un peu plus loin. Que représentent ces carrés ou ces disques? Eh bien, si on imagine que c'est l'ombre d'un objet, ben on va découvrir le type d'objet qui porte cette ombre-là. Voilà. Et donc, là, j'espère que vous êtes bien assis sur votre chaise. Voilà, on a une pyramide carrée, un cube, une sphère et un cône. Donc, voilà. Ce qui veut dire que, à partir du moment où on essaie de se représenter les choses, on est obligé de simplifier. Voilà, la pyramide, le cube et la sphère et le cône, par 2 projections successives, sont représentés par des traits. Et c'est ça l'astuce d'Einstein, c'est qu'à partir de ces traits-là, par des pensées, un système d'acrobatie de pensée, ça c'est le génie d'Einstein, il a su remonter à cette information-là. D'accord? Tandis que le béotien, il ne voit que ça, et lui, il a réussi à imaginer ça. Voilà. Et donc c'est ça la difficulté de se représenter, c'est pour ça que la réalité générale, c'est une complexité abominable, parce qu'il a réussi à se représenter, si c'était un cercle, un cube, une pyramide, je veux dire, un cube, une sphère ou un cône, alors que nous, ne voyons que ça. Voilà. Et donc, à la fois sur la relativité restreinte, Einstein a réussi à bousculer les choses et à se projeter pour montrer que ce qui était constant dans l'univers, c'est la vitesse de la lumière,
Et ce n'est ni l'espace, ni le temps. Voilà. Et donc, avec la relativité générale, l'espace et le temps ne font plus qu'une seule entité. Et cette entité-là, pour la visualiser, conjure les dégâts. Et donc, c'est exactement, nous, on ne voit que ça. Dans notre vie quotidienne, on ne voit que ça. Voilà. Et Einstein a réussi à imaginer que par certains signes, on avait ça ou ça. Voilà. D'accord? Donc ici, là je vous le fais simple, on est sur une ligne, et donc il manque de, si vous avez un peu des notions de géométrie, on projette la pyramide, c'est un peu son ombre, avec un éclairage vertical, et en fait, après on matérialise l'ombre par un carton épais, voilà, et on le regarde par la tranche. Et là, on arrive à ça. Donc il manque 2 dimensions. Donc, on a un objet à 1 dimension, 2 dimensions, 3 dimensions. Voilà. Alors évidemment, Einstein, lui, il a simplifié les choses, il a mis 4 dimensions. 3 de l'espace, 1 du temps. Donc il faut imaginer qu'il faut refaire la même construction, mais au lieu d'avoir un objet de 1 dimension, d'une dimension, on a des objets de 2 dimensions, il faut rajouter les 2 autres dimensions. Donc là, après, c'est... Là, on décolle. Donc traditionnellement, ce qu'on a, c'est que lui, il a dit que l'espace-temps est déformé par la présence d'une masse qui déforme l'espace-temps représenté par un plan. Voilà. Mais il faut en fait reconstruire dans sa tête les 2 dimensions qui manquent. Donc je vous rappelle, un espace à 4 dimensions, et là on représente un espace à 2 dimensions. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à imaginer ça. Donc soit c'est cette forme-là, soit cette forme-là qui est à mon avis moins visible, mais donc ça c'est une image beaucoup plus fréquente. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'espace-temps est déformé par la présence d'une masse. Alors c'est pas le verre de bière sur la table, hein. C'est quand même une masse assez considérable, c'est le Soleil. Je vous rappelle que le Soleil, c'est 334 000 fois la Terre. Si je mets le Soleil sur un plateau de balance, sur l'autre plateau de la balance, il faut mettre 334 000 Terres. D'accord? Donc pour nous, la Terre, c'est déjà immense, mais le Soleil, c'est encore beaucoup plus immense. Il faut mettre 334 000 Terres pour équilibrer le Soleil. Donc avec une masse assez considérable, alors que le Soleil, c'est une étoile tout à fait moyenne, voire naine, classée dans les étoiles naines. Donc, il faut mettre en évidence cette déformation. Est-ce qu'Einstein a raison ou pas de voir que l'espace-temps est déformé? Donc, je vous dis, je vous rappelle qu'il y a 2 dimensions qui manquent, enfin, on va simplifier les choses. Donc, cette déformation-là, cette espèce d'entrée d'entonnoir, est-ce que ça peut être mis en évidence ou pas? Voilà toute la question. Donc, je vous dis, un traditionnement, c'est comme ça. Alors, s'il y a réellement cette forme d'entonnoir, ça veut dire aussi que le rayon lumineux va être très paresseux. Et donc les rayons lumineux qui sont très loin, ils vont aller plus loin. Mais ceux qui sont sur le bord de l'entonnoir, ils vont suivre le chemin le plus court, qu'on appelle une géodésique. Et ce chemin le plus court, ça, en fait, sur la Terre, vous le connaissez très bien. D'accord? Donc le chemin le plus court. Donc ici, on a la Terre, avec l'équateur, voilà, et un parallèle à l'équateur. Mais vous savez, si vous avez l'habitude des vols en avion, vous savez très bien que en fait, l'avion, pour faire le chemin le plus court, il va suivre ce chemin-là, et non pas celui-là. En suivant le parallèle comme ça, en fait, on fait un chemin plus long que ce chemin-là. Donc c'est ce qu'on appelle une géodésique, le chemin le plus court pour aller d'un point à l'autre. Vous prenez simplement une sphère, un bout de ficelle, je ne sais pas, Paris-Tokyo, c'est le plus classique. Vous faites Paris-Tokyo, vous suivez le parallèle, vous voyez que votre ficelle est beaucoup plus longue que si vous passez quasiment par le pôle nord. Voilà. Donc, le chemin le plus court, ça va être celui-là. Donc en fait, vous voyez que ça se courbe. Donc ça veut dire que le rayon lumineux
il va être paresseux, il va suivre le chemin qui n'est pas une ligne droite, qui est une plombe. Et ce chemin-là, pour le mettre en évidence, ça ne va pas être si évident que ça, parce que le Soleil est très lumineux. Alors ça va se traduire par quoi concrètement? Alors justement, ça c'est la théorie d'Einstein. Voilà. Donc, le petit rayon lumineux, on va reprendre le rayon lumineux. Donc, le petit rayon lumineux, d'après le classique, il va aller comme ça, mais le Soleil va courber le chemin. Et hop, le chemin, voilà, le rayon lumineux, il rate la Terre. D'accord? Bon, pour notre rayon lumineux lent, c'est la même chose. Le classique, c'était ça. Et d'après Einstein, ce rayon lumineux, il rate la Terre. Hop, voilà. Donc, cette déformation-là, est-ce qu'on peut la mettre en évidence? Alors, on a la chance, en fait, que les étoiles rayonnent dans toutes les directions. Vous pouvez tourner autour d'une boule, d'une sphère, comme ça, vous avez toujours de la lumière. Donc, les rayons lumineux vont aller dans toutes les directions possibles. Donc, on va choisir le rayon lumineux qui atteint la Terre. Donc, il va être courbé par la présence du Soleil et qui atteint la Terre. Donc, c'est ça qu'on va essayer de mettre en évidence. Alors, donc, on reprend. Je choisis un autre rayon lumineux qui va atteindre la Terre. Hop, voilà. Donc, vous voyez, il est courbé. Voilà. Donc, j'ai simplifié, hein, c'est beaucoup plus complexe ici, bon, enfin, on va le laisser tourner. Et donc, il atteint la Terre, mais vous voyez que d'un seul coup, la direction ici, c'est plus du tout la direction de l'étoile. Si je prolonge, je me retrouve avec une position apparente de l'étoile. Et la position apparente de l'étoile va être différente. Pour le rayon blanc, c'est pareil. Et donc, ces positions apparentes, voilà. Donc, le fait que l'étoile, dans sa position réelle, est comme ça, mais par la position du Soleil, en fait, on n'attrape pas le rayon lumineux en direct, mais on attrape celui qui est un peu plus loin du Soleil, lié avec un rayon lumineux paresseux, qui prend le chemin le plus court. Et donc, pour nous, d'un seul coup, l'étoile, elle vient de ces directions-là, mais pas de ces directions-là. Ça, c'est sa position réelle, et ça, c'est la position que l'observateur le voit. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc ça marche bien sur le papier. Voilà. Donc, hop, une chose pour l'étoile blanche. Sauf qu'il y a un petit détail. Ici, vous êtes en plein jour. Voilà. Et ça fonctionne bien que si les étoiles sont proches du Soleil. Vous avez vu la forme de l'entonnoir. Si on s'éloigne trop du Soleil, c'est comme s'il n'y avait rien. Voilà. Comme le Soleil est une petite étoile, c'est une étoile, c'est beaucoup plus gros que la Terre, qui est une planète, mais comme c'est une étoile, c'est quand même pas très massif, et donc le phénomène ne peut être observé de façon appréciable que si on est très proche du Soleil, sauf que le Soleil est un peu éblouissant. D'accord? Donc, le seul moyen d'observer ce phénomène-là, c'est de choisir une éclipse totale du Soleil. Voilà. Donc, hop. Et donc, on va se mettre dans l'ombre de la Lune. Voilà. Et on va essayer de photographier les étoiles autour du Soleil, qui sont visibles autour de l'ombre de la Lune, parce que la Lune cache complètement le Soleil. Voilà. Donc, est-ce que cette déviation-là peut être photographiée ou pas? Voilà. Donc ça, voilà, je vous ai fourni toute la théorie. Et donc, on s'aperçoit que la position apparente est légèrement décalée. Et comme c'était une théorie toute nouvelle, évidemment, il y a déjà les 3/4 des astronomes qui n'y croyaient pas. Et donc, il fallait avoir une expérience, une observation très précise pour pouvoir la mettre en évidence. Et comme ça a été, la théorie a été écrite en 1915, et il y a eu une chance inouïe, en 1919, donc la nuit du 28 au 29 mai 1919, il y a une éclipse totale qui était assez longue et qui a permis d'essayer de vérifier ce phénomène de déviation apparente
de l'étoile. J'insiste, une émission apparente. L'étoile, elle est toujours là. Mais nous, on a l'impression qu'elle vient de là. Voilà, c'est une sorte de mirage. Et ce coup-ci, c'est un mirage gravitationnel. Voilà. Alors, est-ce qu'on a réussi à l'observer ou pas? Celle-là, ça marche très bien sur le papier. Alors maintenant, on a ces fameuses étoiles. Alors, comme je vous le disais, hein, plus les étoiles sont proches du Soleil, voilà, celle-là, celle-là, celle-là est déjà un peu loin, les deux autres sont un peu loin. Donc on va se concentrer sur ces 5, ces 4, 3, 7 étoiles, voilà, pour savoir si elles ont changé de place apparente ou pas. Voilà. Donc, d'où le document, ici. Donc, là, je viens de vous montrer les étoiles. Donc voilà. Et vous voyez qu'elles s'éloignent par rapport au centre du Soleil. D'accord. Donc, vous partez du centre et vous faites éloigner le Soleil à chaque fois. Voilà. Donc, je reviens à l'image précédente pour que vous ayez l'image un peu réelle. Voilà. Donc là, ici, par éclipse totale de Soleil, c'est ça que ça a donné. Et le dessin publicitaire, c'est celui-là, pour essayer de décrocher les fonds et tout ça, c'est toujours pareil. On essaie de prévoir le phénomène, et on arrive voilà, au dessin. Alors, je ne sais pas si vous lisez l'anglais dans le texte, mais je traduis la deuxième phrase au-dessus du carré. Donc, ici, vous avez une position réelle et une position apparente. D'accord? Position réelle et position apparente, due à la présence du Soleil. Position réelle, position apparente. Position réelle, position apparente. Voilà. Sauf que ici, je ne sais pas si vous lisez l'anglais dans le texte, j'ai traduit. Et là, j'espère que vous êtes assis. Voilà, d'accord? Donc, vous imaginez, vous prenez le trait là, et vous le divisez par 600 pour avoir le vrai déplacement. Et là, c'est là où on commence à se pose des questions. Voilà. Alors, est-ce qu'on a vraiment vu ou pas l'événement? Donc ça, c'est quelque chose de la grande question qui n'est toujours pas résolue aujourd'hui. Voilà. D'accord? Alors, quelles sont les difficultés? Donc, on est sur Terre. Nous vivons dans l'atmosphère. Voilà. Donc, la représentation du montage qu'il y avait à Sobra au Brésil. Donc, on voit la position réelle de l'étoile, la position apparente autour du Soleil, et qui est observée par un instrument au sol. Voilà. D'accord? Et donc, on va essayer de décrire cet instrument-là, et là, vous allez voir qu'il y a un tas de problèmes qui vont se poser. Donc, là, l'instrument au sol, ça s'appelle un héliostat. C'est-à-dire que c'est un système absolument génial, où une grosse lunette un peu lourde, donc la lunette, composée d'une lentille, la plaque photographique, le tube entre les deux, c'est un instrument très lourd, très gros, voilà. Donc, au lieu de transporter des montures de plusieurs tonnes, on va préférer transporter la lunette toute seule, qui est déjà conséquente. 38 cm de diamètre, c'est des lunettes de la Carbusienne. 38 cm de diamètre, vous avez déjà une lunette, donc la lunette elle fait à peu près 15 fois la dimension. Et cette lunette-là, donc, on lui envoie la lumière du Soleil par l'intermédiaire d'un miroir. Et ce miroir-là, c'est lui qui se déplace. Donc c'est une petite pièce qui se déplace. Et elle oriente, donc le rayon du Soleil se réfléchit sur le miroir et la lumière est envoyée dans la lunette. C'est ça le principe de l'héliostat. Donc, mouvement, hélio Soleil, statique, donc qui rend le Soleil statique. C'est-à-dire, quelle que soit sa position dans le ciel, le miroir va s'arranger à toujours envoyer la lumière dans la lunette. Voilà. Donc, illustrer un peu de cette façon-là. Le Soleil change de position dans le ciel. Non, c'est pas ça. Hop. Voilà. Hop. Le Soleil change de position dans le ciel. On change de position du miroir. Et on renvoie toujours la lumière du Soleil dans la lunette.
Donc ça c'est un dispositif ingénieux parce que transportable. On n'a pas besoin d'avoir des montures. Donc si le soleil est plus haut, la même chose, le miroir, on change la position du miroir. Donc il y a toujours une petite partie mobile par rapport au monstre que représente la lunette avec sa plaque photographique au bout. Voilà. Donc avec ce dispositif-là, normalement, c'était tout nickel, on arrivait à prendre des photographies. Sauf, je le répète, vous êtes sur Terre. Vous êtes entouré d'une atmosphère. Et bien ça change tout. Voilà. L'atmosphère, voilà, complètement brouillée. Le rayon lumineux. D'accord? Donc là, on n'est plus tout à fait sur une ligne droite. Conséquence, je simplifie évidemment, on n'est pas dans un cours d'optique. Hop, l'image va s'étaler sur la plaque. Alors, du petit point lumineux au départ, hop, vous avez. Alors évidemment, comme les ennuis ne s'arrêtent pas là, c'est une plaque photographique argentique. C'est une réaction chimique qui enregistre l'image. Et si c'est trop illuminé à un endroit, et bien ça bave. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'un buvard, c'est exactement pareil que la plaque photographique. Vous faites une petite goutte d'encre, ça reste plus ou moins petit. Vous mettez une grosse goutte d'encre, ça s'étale, alors que vous avez impacté un seul point, et ça s'étale dans tout le buvard, enfin une grosse tache dans le buvard. Là, c'est la même chose. La tache lumineuse, si elle est trop intense à un endroit, elle va baver, et donc on va se retrouver avec une tache encore plus considérable. Donc du petit rayon lumineux bien fin que vous avez au début, vous vous retrouvez avec un gros pâté sur la plaque. Et ça, c'est la propriété même de la plaque, hein. Il n'y a rien à y faire. Donc vous avez déjà l'atmosphère qui est à l'image, parce que l'image elle bouge dans tous les sens. Et ensuite, ben, vous avez la réaction de la plaque photographique à la lumière qui fait baver l'image. Donc pour vous rendre compte, et là on a fait l'expérience dernièrement avec les étoiles doubles, au Célestron, un instrument que vous allez découvrir sur la coupole. Voilà, une belle étoile double, donc après traitement des images, voilà, une belle étoile double. Et qu'est-ce qu'on avait comme cliché sur la caméra? Vous êtes assis? Ça. C'est ça l'image de départ, au-dessus de l'atmosphère. Et à l'arrivée de l'atmosphère, on a ça. Voilà. D'accord? Vous comparez la taille entre les deux? Ok. Donc, problème de l'atmosphère, problème de la plaque photographique. Donc maintenant, avec les capteurs électroniques, on est moins soumis à ça, quoique il y a quand même une perturbation par le fait qu'il y a un point lumineux qui a tendance à baver sur les autres, les puits voisins. Donc on a un peu cette tendance-là, mais pas au point de la plaque photographique, on ne pouvait rien faire du tout. Et par contre, en traitement informatique, je vous dis, hein, ça c'était l'image de départ. Et après les traitements qui vont bien, on arrive à l'image originale. D'accord? Donc là, maintenant, avec l'informatique, on est capable de le faire. Mais en 1919, l'informatique, ça existait pas. Voilà. Donc c'est ça le problème, c'est que déjà, on passe de cette image théorique bien jolie, bien ronde, à une image beaucoup moins jolie. Donc, quel est le centre de cette image-là? Voilà une base de questions. Donc ensuite, à partir de ces éléments-là, eh ben, on se dit qu'il y a peut-être un petit problème sur la fiabilité des résultats. Parce qu'en effet, qu'est-ce qu'on va essayer de mesurer? On va mesurer une déviation. Voilà. Donc, déviations qui sont représentées par les taches lumineuses. Là. Ici, je ne sais pas, je vais le mettre sur l'écran, je ne vais plus le voir. On fait l'étoile ici, ici, voilà, et l'étoile là. Donc l'étoile qui est quelque part, je ne sais pas, je le mets sur l'écran, je n'arrive pas à voir. Voilà. Donc, vous avez bien vu. Donc, je vais représenter par un bâton le diamètre de la tache lumineuse. Voilà. Voilà les petits ronds qui indiquent les étoiles. Et la tache lumineuse, voilà. Ça, c'est la tache lumineuse. Réelle, sur la plaque photographique.
Et le déplacement calculé, théorique, est représenté par ce segment droit. Vous avez des jumelles. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir une tâche aussi grosse que ça, se déplacer de ça. D'accord? Alors là, ça commence à poser un sacré problème. Et donc ce petit micro-déplacement, est-ce qu'on peut réellement le voir avec une tâche lumineuse aussi monstrueuse? Voilà. Et donc c'est toute la question de savoir si réellement ça a été observé ou pas. Donc je vous le refais avec mes petites tâches de tout à l'heure. Voilà l'étoile théorique qui se déplace. Voilà, vous le voyez, ça se déplace. D'accord? C'est évident. Alors maintenant, on va le faire sur la tâche. Ouais, bon. Est-ce que vous pouvez vraiment mesurer un déplacement? En fait, comme ici. Là, c'est évident le déplacement. Alors que là, eh ben, c'est la grosse devinette. Voilà. Donc, est-ce que ça a été vraiment vu ou pas? Voilà. C'est la grosse question là-dessus. Donc, il faut savoir que c'est surtout Sir Arthur Eddington, contemporain de Einstein, je veux dire, contemporain d'Einstein. Einstein est né en 1879, il est mort en 1955, vous voyez que ils sont contemporains l'un avec l'autre. Et c'est surtout Sir Arthur Eddington qui a insisté pour que cette observation puisse se faire. Il faut savoir qu'il a eu, dans ces années-là, 1910-1915, il a eu une réputation absolument incroyable de génie, parce qu'il a enfin pu comprendre comment les étoiles fonctionnaient. La fameuse formule Einstein E égale à MC2, donc équivalence entre énergie et masse. La masse, c'est de l'énergie, c'est de la masse. Ouais, mais comment l'utiliser à l'intérieur d'une étoile? Donc si on, par exemple, on se fiait aux éléments initiaux, l'hydrogène, l'élément final, l'hélium, pour le Soleil est beaucoup trop petit pour transformer directement l'hydrogène en hélium. Et donc il fallait qu'il y ait un tas d'intermédiaires, et tous les astrophysiciens se cassaient les dents là-dessus. Et Eddington a eu l'idée géniale de trouver des chemins un peu compliqués pour que l'hydrogène puisse enfin se transformer en hélium par des chemins tortueux. Et c'est lui qui a réussi à le mettre en place, et c'est lui qui a réussi à faire fonctionner les étoiles. Voilà. Donc faire une espèce de correspondance entre la théorie et la pratique, parce que les étoiles, elles brillent. Le Soleil, il brille. Même si on n'arrive pas à le faire fonctionner sur papier, il brille. Donc il fallait bien trouver une astuce pour faire briller les étoiles. Et donc lui, il a eu un prestige absolument incroyable pour... il a pris une stature en fait internationale absolument prestigieuse. Et donc c'est lui qui a lancé cette expérimentation d'essayer de voir la déviation des étoiles par le Soleil. Et est-ce qu'il a réellement vu ou pas? Ben là, c'est vraiment la grande question. Et donc, il a quand même, Einstein a quand même réussi à recevoir ce télégramme-là. Donc, vous voyez, toujours en 1919, mais le 22 septembre 19. Et donc, il a reçu ce télégramme, alors je vous le traduis. Voilà. Donc, normalement, on avait un décalage d'environ 1 seconde 8, donc je vous ai représenté le petit trait que ça représente par rapport à la tache lumineuse qui est sur la plaque photographique. Et donc il y a eu ce télégramme et qui a fait le tour du monde, comme quoi Einstein avait bien raison que les étoiles étaient déviées ou pas. Voilà. Alors quels sont les commentaires? C'est simplement, est-ce que en fait on ne peut pas refaire les mesures parce qu'il y a une plaque photographique, ça vieillit? Alors, est-ce que la tâche est encore beaucoup plus étalée maintenant que par rapport au cliché tout frais sorti du laboratoire en 1919? Ça, c'est possible.
Est-ce qu'on avait des techniques, et ça je crois beaucoup plus à ça, on avait des techniques de mesure qu'on a complètement perdues maintenant. Voilà. Et donc il y avait un savoir-faire autour de ces plaques photographiques et qui apparemment a été perdu entre-temps. Et donc maintenant si on reprend ces mêmes plaques photographiques qui existent toujours, hein, et qu'on essaie de refaire les mesures, bah c'est vrai qu'on se retrouve noyé dans une tâche, un flanc, et on n'arrive pas à savoir le milieu de la tâche, ce qu'on appelle le photocentre, c'est-à-dire la partie la plus lumineuse de la tâche, ben, on n'arrive pas à savoir la déterminer correctement, donc on est incapable de détecter un petit micro-déplacement comme je vous l'ai montré. Voilà. Donc en tout cas, c'est des mesures qui sont impossibles à refaire derrière. Par contre, on a fait ces mesures-là dans l'espace, mais en 1919, personne n'était allé dans l'espace. Les télescopes spatiaux, parce que là, il suffit d'avoir un petit disque qui cache le Soleil, et on fait une éclipse totale de Soleil. Et là, on a fait des mesures extrêmement précises, et effectivement, l'effet gravitationnel d'Einstein, décrit par Einstein, existe bien. Mais qu'en 1919, comment Eddington l'ait annoncé, c'est quand même presque un miracle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas plus sourd que ceux qui ne veulent pas entendre, il n'y a pas plus aveugle que ceux qui ne veulent pas voir. Et là, il voulait tellement voir le phénomène, est-ce qu'il ne s'est pas fait aussi un peu des illusions dans l'esprit pour arriver à mettre en évidence ce phénomène. Voilà, c'est une grande question qui sera toujours débattue depuis pendant longtemps, parce qu'on n'utilise plus du tout les outils qu'on utilise maintenant. Voilà. Ces outils de l'époque ne sont plus du tout utilisés aujourd'hui. Donc ça reste un grand point d'interrogation, mais bon, voilà. Cette observation-là a lancé l'idée que la relativité générale d'Einstein est la vraie description à l'échelle cosmologique de la structure de l'univers. Voilà. Merci pour votre attention. Alors, donc une petite chose, c'est que justement, cette illusion d'optique, c'est quelque chose auquel vous allez devoir faire attention quand vous allez observer le télescope. Parce qu'effectivement, par exemple, Saturne, c'est typique, je l'ai encore vu hier soir, les gens s'attendent à avoir Saturne dans une direction, et ils n'arrivent pas à comprendre l'image si Saturne est dans une autre direction. On photographie l'image, on l'a dans la tête, et on essaie de le revoir dans le télescope, sans s'adapter à l'image du télescope. Et assez souvent, les gens, il faut qu'ils reviennent 2-3 fois. Après, quand ils ont compris qu'il fallait changer la position dans la tête, ça marche tout seul. Mais, effectivement, il faut y revenir 2-3 fois, et surtout pas juste l'un derrière l'autre, en laissant passer 2-3 minutes, le temps que le cerveau se remette en route. Et à chaque fois, vous reprenez l'image. Alors, pour les adultes, c'est un peu moins évident, mais pour les enfants, c'est évident. Il y a un travail qui se fait. On fait une interruption de 5 minutes pour avoir l'image correcte. D'accord. Voilà, donc les illusions d'optique, à l'échelle d'un personnage prestigieux comme Eddington ou au niveau de la découverte, vous voyez qu'entre l'œil et le cerveau, il se passe un tas de choses. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Est-ce que tu pourrais expliquer les grains Bailly? En fait, la Lune n'est pas un cercle, un disque parfait, c'est une planète pleine de montagnes. D'accord? Donc, si les montagnes sont un peu grandes, il y a des vallées entre les montagnes. Donc, en fait, les montagnes peuvent déjà cacher complètement le Soleil, sauf qu'on le voit encore dans les vallées. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle les grains de Bailly. Et donc, justement, comme je vous l'ai montré, la Lune ne cache pas d'un seul coup le Soleil. Il le cache peu à peu. C'est les montagnes qui sont les plus loin du centre qui commencent à le cacher. Et ensuite, il y a les vallées, il y a les plaines qui sont plus basses et qui vont peu à peu les cacher. Et surtout les derniers bouts de la photosphère, la partie lumineuse du Soleil, qui apparaît encore dans les vallées, c'est justement ces fameux grains de Bailly. Parce qu'en fait, la Lune, c'est pas une sphère lisse. Et il y a quand même des différences d'altitude de l'ordre en général 2000 mètres, mais je vais voir 6000 mètres d'altitude. Donc ça fait pas rien pour moi. D'autres questions? Bon, oui. Si vous permettez, j'ai envie de vous dire une chose un peu
enfant, tout le monde m'entend bien? Quand j'étais enfant, j'ai connu quelqu'un qui travaillait, qui était un des premiers Français à travailler sur les radars. Ouais. Et il était directeur d'un centre de radar au-dessus de Monaco. Et il a fait une thèse, puisqu'il disposait de radar, pour tenter de démontrer que Einstein s'était trompé. Et c'était tellement difficile que la thèse a duré 7 ans, et qu'à la fin, il n'est pas devenu docteur en sciences, mais simplement ingénieur-docteur. Il avait échoué, et on avait récompensé son travail. Cette personne, c'était mon frère. Ah, d'accord. Voilà. Mais comme quoi, c'était très difficile de prouver dans un sens ou dans l'autre. Il visait la Lune, quoi, ça. Ah, ouais. Regardez les étoiles, derrière la Lune. Ouais, alors, comme la Lune est beaucoup moins massive que le Soleil, l'effet doit être encore beaucoup plus dur à mettre en évidence. Et, donc, je vous dis, hein, c'est quelque chose qui est très difficile parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte la fraction d'angle que ça représente. Tout à l'heure, vous allez voir les satellites de Jupiter. Vous imaginez que c'est la taille des satellites de Jupiter. Ça, c'est la taille des satellites de Jupiter. Donc vous verrez, les petits points, comme ils sont petits, et c'est ces déplacements-là qu'on a essayé de détecter. Voilà. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse vous précipiter vers les instruments pour commencer l'observation.